Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu ce dimanche, parlera beaucoup de la construction de l'État du Cameroun sous fond de développementaliste communautaire. Mais davantage, on reviendra sur quelques faits de l'actualité tels que observés et rapportés par la rédaction de STV, notamment une audience dans le cadre du procès de Martinez Zogo, audience au cours de laquelle finalement l'État du Cameroun est reconnu désormais parmi, du moins, n'est plus partie civile dans ce procès-là. On va également revenir sur le point de presse donné par le REDAC, le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui est monté au créneau à la suite d'un certain nombre de faits liés aux droits de l'homme, la convention collective au niveau des manutentionnaires, mais aussi et surtout un hommage qu'on rendra à notre chère aînée, icône, Suzanne Kalalobé, qui cette semaine a finalement été mise sur terre. Vous le savez, Suzanne nous a quittés le 1er août dernier. Comme invité de ce dimanche, nous sommes avec Vincent Kondiok. Ce ne sera pas la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau, mais aujourd'hui on va davantage l'avoir sous une autre casquette, en tant qu'auteur, je l'ai dit d'entrée, construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun, projet de politique de développement à partir du maillage des communautés locales, certainement une forme d'audit, une forme de bilan, une forme de point d'ancrage pour voir d'où on part, où nous sommes et certainement vers où on va. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci à nouveau d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, je voudrais comprendre, vous êtes co-auteur de cet ouvrage avec Jimmy Yab. Oui. Et vous, Vincent Kondiok. Après une analyse détaillée des crises multidimensionnelles, vous dites qui minent le Cameroun depuis des décennies. Vous proposez donc dans cet ouvrage la construction d'un État développementaliste communautaire au Cameroun. Ce modèle de gouvernance innovant fusionne les stratégies industrielles et économiques planifiées des États d'Asie et de l'Est. D'abord, les motivations précises. Les motivations, c'est qu'on arrive à un certain âge où on se dit de façon convenable qu'il est important de commencer à participer davantage, un peu plus au niveau du développement de son pays, et où surtout quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas toujours très très bien, et que au niveau de l'analyse de développement, on a de moins en moins des idéalistes ou du moins des gens qui s'y mettent, et qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans un pays où davantage on parle de faits divers. Nous, on se dit, pourquoi ne pas essayer de relancer ou du moins de pousser les gens à la réflexion par rapport au développement de notre pays. Alors, une forme de projet de société, vous n'y êtes pas? Simplement une contribution dans le cadre du développement? Non, c'est déjà une forme de projet de société. D'accord. Et en réalité, cette analyse ne se limite pas au niveau du Cameroun. En réalité, on a initialement travaillé, et nous travaillons même, puisque nous sommes en train d'évoluer vers un autre ouvrage qui sera plutôt en anglais, et parce qu'on voudrait qu'il touche un plus grand nombre. On parle davantage des problèmes qui minent l'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce livre s'adapterait, et même mon co-auteur Jimmy est passé récemment au Bénin, au Sénégal, même si je dirais la problématique peut être légèrement différente, mais Nigeria et autres, je dirais le développementalisme communautaire, en réalité, pour nous aujourd'hui, c'est un peu comme le nouveau concept de régime sur lequel nous devons nous évoluer, et en même temps essayer de voir les différentes différences qu'il pourrait avoir d'un État à un autre. D'accord. Peut-être pour entrer véritablement dans les contours de l'ouvrage, on va présenter les auteurs ou les co-auteurs. D'abord, Jimmy Yab, il est fondateur et président de l'Observatoire Chine-Afrique francophone, professeur éminent en relations internationales. Il a une carrière notable en enseignement et recherche, avec des expériences en Afrique, en Chine et en Europe. Ses travaux se concentrent sur les politiques de développement en Asie de l'Est et en Afrique, actuellement d'enfant scholar à l'Université de Pékin, visiting professor à l'Université de Southampton. Il enseigne aussi à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Quant à vous, on le sait, vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'AIEA
et ingénieur de recherche au CEA en France. Vous êtes PDG de Hillel Mel, groupe en Afrique, Sénégal, Cameroun. Alors, cela dit, le livre lui-même, il a environ 368 pages, 66 pages. Exactement. Il est reparti en 2 grandes parties. Mais la première, vous dites, Cameroun, une nation confrontée à une dégradation structurelle profonde. Une forme d'état des lieux. Effectivement, en réalité, ce livre est divisé en 2 grandes parties. D'accord. La première partie, c'est d'essayer d'initier, d'analyser la problématique. Okay. Et malheureusement, on a tendance à souvent faire des analyses très proches et en oubliant que le problème de développement, c'est un problème qui est contemporain. Ça veut dire que c'est un problème aujourd'hui qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui a commencé il y a très longtemps. Il y a un héritage problématique qui fait en sorte que nous sommes là aujourd'hui. Ça nous pousse d'une certaine manière. Donc pour nous, il était important de regarder ces aspects-là bien avant nos indépendances et même après nos indépendances pour voir pourquoi est-ce que nous pouvons aujourd'hui évoluer vers le concept que nous proposons. D'accord. Alors, et donc, on va rentrer dans les détails. Vous faites d'abord l'histoire politique, période coloniale et décolonisation, de l'indépendance à l'unification. Ensuite, vous allez dans les facteurs de l'instabilité politique et les conséquences de l'instabilité politique. Quels sont les contours et les enjeux de ces parties de votre ouvrage? Mais il faut savoir aujourd'hui que pendant très longtemps, nous avons toujours réfléchi en se disant que la politique gérée par les politiciens ferait de nous une meilleure politique gérée par les politiciens, ferait de nous des pays beaucoup plus stables, beaucoup plus développés et évoluant vers de manière positive. Et donc pour nous, il fallait impérativement regarder ces différents aspects. Et à partir de cela, parce que pour nous aujourd'hui, ce livre est davantage un livre, je ne dirais pas de recherche, mais c'est un livre qui va vraiment très loin pour pouvoir analyser de façon scientifique pourquoi est-ce que la proposition que nous faisons elle pourrait être la meilleure. Ça, c'est un. Et de 2 aussi, nous ne nous arrêtons pas parce que ce que nous disons déjà, il y a de plus en plus d'intellectuels, d'économistes africains et même non africains qui parlent déjà d'un certain nombre de choses. Mais pour nous, on est allé légèrement un peu plus loin. Ça veut dire que nous, on est venu avec la construction. On ne s'arrête plus à l'analyse et dire, ben voilà, évoluons vers ce sens. Nous, aujourd'hui, on vient avec comment le construire. En réalité, pour moi, ça va d'une base qui est extrêmement lointaine en ce qui me concerne. C'est de toujours essayer de faire une analyse des choses pour pouvoir se développer. Je pourrais donner un exemple bien précis pour que les gens comprennent à peu près ce qu'il y a dans ce livre. Je ne vais pas complètement l'expliquer parce que j'aimerais bien que les gens puissent l'acheter d'une manière ou d'une autre. Mais bon, c'est que je me rappelle, dans un passé un peu pas très lointain, on s'était rendu compte et c'était vraiment de manière précise, qu'un pays très intéressant travaillait depuis 30 ans pour acquérir une centrale nucléaire et n'y arrivait pas. Et on nous avait tout dit. Et le directeur général de l'AUE à l'époque, qui voulait, et c'était son pays, que ce pays-là puisse évoluer vers le nucléaire, avait sollicité de savoir, mais pourquoi? Et il y avait des raisons, oui, mais non, ce pays, sa localisation n'est pas appropriée, c'est les autres qui l'en empêchent, et ainsi de suite. Et quand on nous a ramené le problème, c'était très simple, de dire, ben voilà, lançons un bon projet, mettons-y des bons managers, on va résoudre le problème. On a dit non, réanalysons la situation. Et on s'est dit, ben, si les gens disent que nous ne pouvons pas y arriver, si les gens disent qu'il y en a certains qui les en empêchent, sortons une sorte de procédure qui donne les différentes considérations qu'on doit regarder pour y arriver. Ça fait que celui qui veut s'y lancer va simplement se mettre par rapport à ces considérations. Personne ne pourra lui dire que vous ne pouvez pas le faire. Et bien, en travaillant comme tel, malheureusement, ce n'est pas ce pays en Afrique qui s'y est lancé le premier, c'était les Émirats Arabes Unis, après la Turquie, et vous comprenez. Maintenant, ce pays aussi s'y est lancé. Et c'est exactement le même process que nous avons essayé d'utiliser ici. C'est que nous allons essayer d'énumérer les considérations appropriées qui vont faire en sorte que nous serons maintenant dans une situation où on ne pourra plus dire que notre développement fait partie d'une boîte noire. En fait, vous semblez dire qu'en réalité, il nous manque une forme
notice opératoire, une forme de schématisation des initiatives à prendre pour notre développement, comme si en d'autres termes, nous sommes en train de patauger dans un amateurisme qui ne dit pas son nom? Je dirais, ce serait prétentieux de commencer à se positionner par rapport au verbiage que vous utilisez. Non, ce que je pourrais dire, c'est que nous considérons d'une certaine manière qu'il est important de bien analyser notre problématique pour pouvoir lancer les idées de développement. D'accord. Vous savez, pendant très longtemps, on a toujours essayé de nous aider à évoluer vers un système politique. On a vu le communisme et autres que d'aucuns pouvaient suivre. Il y a le libéralisme aujourd'hui qui est, je dirais, le système politique qui régit le monde. Il y a le socialisme. Il y a tous les systèmes politiques qui ont marché dans des pays qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont millénaires parce que nous ne le sommes pas, mais qui ont un esprit de développement démocratique et par rapport à leur culture depuis des centaines d'années. Et on a voulu nous faire suivre exactement les mêmes approches. Malheureusement, il s'est avéré que notre moi, ne sont pas compatibles avec ces aspects de développement-là. Et c'est pour cela que nous avons réfléchi différemment, en se disant, mais si la politique et les régimes politiques n'ont pas pu régler nos problèmes de stabilité, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Et on n'a pas voulu la créer, parce que commencer à créer aujourd'hui, c'est extrêmement très complexe. Il est beaucoup plus facile de tricher ce qui a été fait ailleurs. Et on s'est rendu compte que d'autres, en 30 ans, 40 ans, ont réussi à avoir une meilleure stabilité dans leurs États et ont réussi à se mettre dans une bataille, non plus entre pays de même niveau, mais aujourd'hui avec des puissances. Et c'est les pays de l'Asie, du Nord-Est et du Sud-Est. Et là, dedans, et vous savez, le phénomène, je dirais, qui a été conceptualisé déjà, qui est le vol des oies sauvages, avec, vous voyez les oies la plupart du temps, et même chaque fois qu'il doit voler, il y a une oie de tête et puis tous les autres suivent et d'une certaine manière optimisent l'utilisation de leur énergie pendant de très longs vols. Et pour nous aujourd'hui, il s'est avéré qu'il faut le prendre. Mais le prendre, comment? Parce que venir l'appliquer ici, il ne marchera pas. Nous ne sommes pas préparés pour que ce système, nos administrations, les compétences de nos administrateurs et autres de nos fonctionnaires ne sont pas au niveau. Parce qu'ils n'ont pas les bases esthétiques, les bases éthiques qui leur permettent, et même la capacité d'assouvir à leurs besoins qui leur permettent de pouvoir gérer la chose publique de façon optimale. Donc, il est important donc de le ramener et par rapport à notre moi, être capable d'optimiser et de récupérer, de localiser ces aspects du développementalisme. D'accord. Pendant le premier stop de l'émission, on va aller à Yaoundé pour parler de l'affaire Martinez-Zogo. Comme on l'a dit en début de semaine, il y a eu une audience au tribunal militaire. Regardez plutôt. La DGRE constituée comme partie civile à ce procès, le tribunal militaire s'est enfin prononcé. Lorsque la DGRE vient dans ce dossier comme partie civile, c'est-à-dire comme si elle était la victime, pour nous, cela ne pouvait pas se concevoir. Il s'agit des agents de la DGRE auxquels on reproche certains faits. Donner la casquette de partie civile à la DGRE, c'est comme si, en même temps, des gens ont commis des faits et on dit non, cette DGRE-là, si on condamne ces parties-là, non, c'est plutôt la DGRE qui est victime. Attention, on a tué un individu. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que le tribunal a pris en compte nos arguments que nous avons soulevés depuis avril pour estimer que l'État ne pouvait pas avoir cette double casquette dans ce procès. Il s'agit des agents de l'État, donc de la DGRE, et que la DGRE, venant ici comme civilement responsable, ne peut pas en même temps venir comme partie civile. Donc, nous pensons que c'est pour la clarté des choses. On va écouter tout le monde. Maintenant, le dossier est renvoyé pour l'ouverture des débats, pour que chacun puisse s'expliquer, qu'on dise à chaque personne ce qu'on lui reproche, et à ce moment-là, on pourra entendre les témoins et examiner les pièces qu'il y a dans ce dossier. Nous pensons simplement que nous sommes en train d'évoluer sereinement, nous évoluons.
Les différents conseils maintiennent en outre leur démarche visant à leur permettre d'accéder au dossier de procédure. Non, à ce stade, nous avons saisi la Cour suprême. La Cour suprême est saisie. Donc, la décision de la Cour d'appel doit déjà nous être notifiée pour qu'on soit informé de ce que la Cour d'appel a décidé. Ce qui nous permettra justement de compléter notre recours, notre pourvoi auprès de la Cour suprême. Donc, il n'y a pas lieu de reprendre des appels successifs. Un pourvoi a déjà été formulé. Sur la base de ce pourvoi, le tribunal militaire n'a d'autre choix que de suspendre en attendant la décision de la Cour suprême. Donc, voilà la position que nous avons aujourd'hui et que nous allons soutenir même à la prochaine audience. Nous ne lâcherons pas sur cette question-là parce qu'il est question des droits de la défense, des violations de la loi camerounaise qui est claire sur ces points-là. L'affaire a été renvoyée au 9 septembre prochain pour ouverture des débats. Les charges retenues contre les partis leur seront aussi notifiées. Poursuivons donc notre échange avec Vincent Kondiok. Et je le précisais, ou on le précisait tout à l'heure, dans les facteurs de l'instabilité politique que vous recensez sous forme d'autopsie, on peut le dire comme ça, dans notre pays, vous parlez de la problématique ou du problème socio-économique, des diversités ethniques et linguistiques, des conflits internes de gouvernance et de corruption. Concrètement, comment est-ce que cela se manifeste-t-il à l'observation au quotidien? Et quels peuvent en être les facteurs? Je dirais, comment cela se manifeste? Aujourd'hui, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont même mesurables. Ça, c'est la question socio-économique. Oui. Que ce soit sur les aspects socio-économiques et autres, on a des indicateurs mesurables et qui sont connus. On a un institut de statistique aujourd'hui au Cameroun et qui, heureusement, fonctionne très très bien et qui nous donne un aperçu du développement, même socio-économique, linguistique et même politique de ce pays de façon concrète. Il suffit simplement de prendre ces données et de pouvoir les analyser. Et nous, on a essayé non seulement d'analyser les données les plus récentes, mais aussi d'analyser celles qui sont beaucoup plus lointaines et même d'utiliser les aspects, les études qui ont été faites et autres. Je vais vous parler de quelque chose qui nous a même marqué. Il y a un écrivain camerounais, son nom, j'espère ne pas l'écorcher, pourtant il est de ma région, c'est Ikele Matiba. Il est pris de l'Afrique, je crois, en 1963. En 62, c'est Cheikh Amadou Khan, où il y a Sédiou Badian, tous les grands écrivains que nous avons étudiés ici. En tout cas, pendant ma période, pour ceux qui ont le bac dans les années 80 et autres. Lui, on ne l'a jamais étudié. Pourtant, il a eu le prix que tous les autres non-camerounais ont pu avoir. Et on a pu découvrir ce qu'il a écrit en 1963. Et on s'est rendu compte que, en cette période-là, des gens avaient déjà une bonne vision, une bonne perception de la situation à travers des histoires, parce qu'ils parlaient des travaux forcés d'une certaine manière et ils commençaient à anticiper l'évolution de nos pays. Donc ça veut dire que les analyses aujourd'hui et autres, il suffit simplement d'aller les rechercher et de les lire, ont été faites et il y a beaucoup de documents et beaucoup de littérature, mais je précise, l'Institut national des statistiques camerounais donne des données qui sont appréciables et qu'il suffit simplement de regarder, d'analyser et de voir. Et ça, c'est également la même problématique pour les questions ethniques et linguistiques. Je dirais que les problèmes ethniques et linguistiques, on les perçoit un peu plus à travers les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. C'est un peu, malheureusement, je reviens toujours dans les sciences, il y a ce qu'on appelle les neutrinos. Très peu de gens savent de quoi il s'agit et personne ne sait exactement au niveau physique, ne les a pas vus et tout cela. Mais simplement, vous savez comment on les mesure? On voit la réaction de ce qu'ils ont pu faire et en mesurant la réaction, on connaît que le neutrino est passé par là et il avait telle puissance, il avait telle force et ainsi de suite. Donc, les problèmes ethniques et autres, c'est davantage ça. Il est très très difficile et surtout quand on voit comment nous avons grandi. Moi, je suis un peu produit de Douala. Là où nous avons grandi, on était complètement mélangés et aujourd'hui, on voit souvent les discours qui ressortent et autres et qui montrent qu'il y a un problème. Analyser le problème deux fois, c'est à travers ces discours qui peuvent être représentatifs ou non,
permet de pouvoir comprendre l'ampleur de la situation. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le Nozo, où certains sont allés vraiment jusqu'à prendre les armes, en réalité, on commence à constater, et même si ce n'est pas toujours mesurable comme les données socio-économiques, on arrive quand même à bien identifier cette problématique. Mais là-bas, ce n'est pas davantage une question ethnique, c'est surtout qui c'est peut-être l'un des prétextes linguistiques. Je dirais aujourd'hui... c'est un melting pot pour vous? Non. Quand on dit linguistique, il y a deux périodes. Il y a la période avant la colonisation, ou du moins, et après. Je vous donne un exemple. Okay. Le Bankon du Sud-Est et le Bankon de Souza et autres, ils parlent la même langue, oui, non? Exact. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il y a des Bankons du Sud-Est, du Sud-Ouest, qui voudraient se séparer des Bankons du littoral? Certainement pas. Est-ce que c'est simplement un problème linguistique? Non, du tout. On ne peut pas le mettre simplement. Et est-ce que le problème anglophone-francophone aujourd'hui, on peut simplement l'analyser dans le sens anglophone-francophone? Qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte que ce problème qu'on a hérité de la colonisation ou de la précolonisation puisse ne plus exister? C'est ça la réflexion qu'il est nécessaire de faire. Parce qu'aujourd'hui, la division francophone-anglophone ne devrait pas être, puisqu'il y a des gens anglophones aujourd'hui dans la zone de Bouddha et autres qui sont anglophones et leurs frères sont francophones. Est-ce qu'ils ne sont pas des mêmes villages? Donc, il est important d'analyser la situation. En réalité, nous, on essaye, je dis bien on essaye, parce que vous savez, une réflexion comme celle-là ne s'arrête pas sur un document, un ouvrage de 360 pages, à peu près. Et je pourrais même vous dire, quand on l'a sorti, il y a encore eu beaucoup d'autres idées qui nous sont revenues et que nous allons essayer de retravailler d'une certaine manière. En réalité, l'analyse aujourd'hui, nous poussons à ce que les Camerounais, et certains beaucoup plus compétents que nous en la matière, ça c'est le travail d'un politiste et puis d'un spécialiste, d'un physicien, qui se sont mis ensemble pour créer la nécessaire masse critique d'analyse et qui maîtrisent le développement et autres. Mais il y a beaucoup d'autres Camerounais aujourd'hui, beaucoup plus futés dans ces domaines, qui pourraient travailler sur chacun de ces domaines. Parce que nous, on définit un certain nombre de considérations non exhaustives. Il faut être précis. Mais déjà, ces considérations peuvent encore aller beaucoup plus loin au niveau de l'analyse, au niveau de la solution. Et l'incontournable question de la gouvernance et de la corruption. Je veux dire, vous, dans votre aperçu, dans votre réflexion, dans les observations que vous avez faites, finalement, est-ce une malédiction ou alors est-ce la conséquence d'un certain nombre d'incompétences? Là, nous revenons encore, c'est un problème d'analyse pointue. Vous connaissez le concept du nouveau riche? Aujourd'hui, et je vais l'expliquer de manière très très simple, les nouveaux riches, la plupart du temps, ont tendance à montrer qu'ils ont les moyens qu'ils ont pu acquérir d'une manière légale ou non légale, ce n'est pas ça le problème, mais ils ont envie de prouver. Exact. Pourtant, les gens qui sont nés d'une certaine manière dans la richesse n'ont pas ce besoin-là. Ils ont besoin d'utiliser l'aisance matérielle qu'ils ont pu acquérir de façon normale. Exact. Et aujourd'hui, n'oublions pas, nous sommes tous des fils et des petits-fils d'agriculteurs. Certains sont allés un peu plus à l'école et considèrent aujourd'hui qu'ils ont la science infuse. Certains, parce qu'ils ont eu des diplômes, considèrent qu'ils sont des managers. Et le système a considéré qu'ils sont des managers, qu'ils étaient aptes à la décision parce qu'ils sont allés à l'école et autres. Est-ce que c'est exactement ça, notre système de société? Ça, c'est des analyses qu'il est important de faire aujourd'hui. La direction de ce pays et autres, et même de nos entreprises, a surtout pris en compte un certain nombre d'aspects. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects? Le leadership, c'est quelque chose qui est, je dirais, entre guillemets, inné. Absolument. Et après, maintenant qu'on peut développer avec des apprentissages, de la formation, et ainsi de suite. Et pour nous, aujourd'hui, nous considérons que la corruption a été institutionnalisée d'une certaine manière, pas simplement par nous, parce que pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Bien sûr. Et pour qu'un corrupteur puisse asseoir sa position si longtemps dans nos pays, ça veut dire que lui, il a fait une analyse. Il a compris et il a injecté un certain nombre de points qui font en sorte qu'il sait à tout moment comment... Quel levier activer pour pénétrer notre système de gouvernance. Et donc pour nous aujourd'hui,
il est important parce que de regarder les choses différemment pour pouvoir combattre cela. Moi, j'ai des gens qui parlent tout le temps de valeurs. Nous pouvons avoir toutes les bonnes valeurs. Bien sûr. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra nous attirer d'une manière ou d'une autre pour que, de temps en temps, qu'on mette nos valeurs de côté ou alors qu'on ne perçoive plus qu'on est à côté de nos valeurs. Ce qui est important, c'est les principes. C'est que nous transformons ces valeurs de développement, ces valeurs éthiques et autres, en principes éthiques. Absolument. Suivis. Je peux vous donner un exemple. Il y a des pays, et moi j'ai vécu dans un pays comme l'Autriche, où vous jetez un papier par terre, on vous arrête instantanément. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais rencontré, qui ne vous a jamais vu, il va venir vous dire, monsieur, vous ramassez ce papier. Et si vous ne ramassez pas ce papier, il sait que les principes mis dans le pays lui permettent de trouver une solution pour que vous soyez condamné quasiment instantanément par une contravention. Là, aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui jette son papier, sous-entendons qu'il n'a pas les mêmes valeurs que vous. Vous allez au-delà même de ce que vous devriez faire. Vous lui dites, monsieur, vous n'avez pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il peut même vous insulter. Et vous n'avez absolument rien pour le contraindre à ne plus le faire. Et c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui. On nous parle de villes sales. J'ai suivi un reportage dernièrement où on nous parlait... Donc là, vous relevez qu'il y a un certain nombre de manquements dans notre dispositif qui c'est peut-être législatif, judiciaire, pour encadrer ce genre de petits manquements dans la gouvernance. La plupart du temps, quand on parle de la gouvernance et autres, on a toujours tendance à voir les lois. Mais moi, quand je parle davantage de principes, je ne suis pas un spécialiste juridique et autres, je parle davantage de principes. Okay. Et pourquoi je parle davantage de principes? Parce que je considère, et parce que nous considérons, même dans le cadre de cet ouvrage, qu'aujourd'hui, un levier de gestion de nos principes est en train d'être détruit. C'est nos chefferies. Nos chefferies, aujourd'hui, sont devenues des extensions de l'administration. Mais nos chefferies n'ont pas toujours été cela. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des chefs qui vont faire des notes, comme des notes de service et autres, avec des cachets, pour pouvoir régir leur chefferie. Dans le passé, je ne crois pas que c'était le cas. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'ils ne condamnaient pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne poussaient pas des gens à faire un certain nombre de choses et autres. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui, que nous avons hérité de la colonisation un certain nombre de principes juridiques et que les gens utilisent. Et comme certains sont beaucoup plus intelligents que d'autres, certains peuvent les utiliser à mauvais escient. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui où quelqu'un va faire quelque chose qui est inapproprié. Absolument. Tout le monde le reconnaît, mais parce qu'il maîtrise la chose juridique, il est capable de faire en sorte qu'il ne soit pas condamné. Mais l'interrogation qui jaillit, c'est pourquoi avoir mis gouvernance et corruption, par exemple, sur tout au moins en termes de forme, sur le même palier. Est-ce que c'est directement lié ou autrement, quel est le poids de la corruption dans notre gouvernance aujourd'hui? Je dirais le poids de la corruption dans notre gouvernance et ne nous limitons pas à la gouvernance au niveau le plus élevé. Okay. Ça veut dire que nous et je vous ai parlé, au lieu de parler de l'aspect juridique, je parle de principe. Nous ne regardons pas la gouvernance simplement au niveau de l'État en tant que tel. Nous regardons la gouvernance à partir de la famille. Puisque pour nous aujourd'hui, la base du développementalisme communautaire, c'est l'individu. C'est ça la base. Donc, à partir de cet instant, quand on parle de gouvernance, c'est la gouvernance déjà personnelle. Le changement, nous parlons d'un changement de paradigme dans cet ouvrage, et le changement de paradigme commence au niveau individuel, au niveau de l'esthétique. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le noir que nous sommes, nous nous aimons déjà? Notre esthétique est déjà appropriée par rapport à nous-mêmes? On se rend compte que non. C'est pour cela que certains de nous, nous allons nous blanchir la peau, on va utiliser des coiffures inappropriées, on va essayer de singer à peu près comment d'autres, d'une certaine manière, s'habillent et autres, et pourtant on a des possibilités de faire. Donc ça commence par l'esthétique, et ça va vers une éthique. Et l'éthique,
même si elle peut être universelle, nous avons une éthique qui est fondamentalement africaine. Et après, maintenant, notre capacité de pouvoir assouvir à nos besoins les plus élémentaires. Et quand on parle de la gouvernance, c'est déjà gérer cela. C'est déjà un point extrêmement important. Absolument. Et maintenant, au niveau de notre famille, au niveau de notre localité, et c'est par là que nous allons créer la masse nécessaire. Nous considérons que nous avons 360 communes. Quand on arrive à asseoir une gouvernance appropriée à ce niveau, et ça met en place nos responsables, je dirais, administratifs, et en même temps nos chefferies et autres qui ne devraient plus être une émanation, je dirais, de l'administration et autres, on est capable d'établir des modèles de gouvernance les plus appropriés. Et c'est là où existe la corruption. Et je vous donne encore un petit exemple. Dans nos familles aujourd'hui, qui est le chef de famille? C'est celui qui a le plus d'argent. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer ou faire un retour en arrière, même si on n'arrive pas là où on était avant, mais essayer d'optimiser pour que le chef de famille aujourd'hui soit une émanation de notre nous? Absolument. Absolument. Alors, on va prendre le deuxième stop de l'émission de ce soir. On revient sur cette conférence, ce point de presse, pardon, donné par le REDAC en pleine semaine, qui dénonce un certain nombre de faits liés au droit de manifester et au droit à la parole, notamment pour ce qui est des journalistes. Suivez plutôt. Un collectif d'avocats, d'organisations de la société civile, d'institutions démocratiques au chevet de l'état de droit au Cameroun. En effet, de nombreuses violations des droits de l'homme, de liberté de la presse et d'opinion ont été recensées. Les scandales de corruption en cours indiquent que notre État a été capturé. Nous avons formé une équipe dédiée à libérer notre nation de l'emprise de la corruption. Rejoignez-nous dans ce combat. La plateforme annonce d'ores et déjà qu'elle sera le 10 septembre à Londres et devant les bureaux de Glencore à Douala pour la manifestation de la vérité sur ce scandale qui non seulement ternit l'image du Cameroun à l'international, mais appauvrit en même temps de milliers de Camerounaises et Camerounais. Si pour l'affaire Glencore, des éléments et faits probants sont connus et ont été établis, la plateforme d'avocats bénévoles et des organisations de la société civile pour un état de droit, la consolidation des institutions démocratiques et la paix au Cameroun dit n'avoir aucune nouvelle du sieur Steve Akam, alias Ramon Kota. 26 juillet 2024, Maître Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, a été mis en mission par la plateforme à Yaoundé pour faire la recherche du lieu de détention de Steve Akam, alias Ramon Kota, afin de déposer les lettres de constitution de tous les avocats membres de la plateforme. C'est après moult investigations qu'il a été informé de ce que l'activiste Ramon Kota était détenu au CED. Sauf qu'arrivé au CED, aucun officier et ou enquêteur n'a voulu en dire un mot. Tous lui ont dit que le service habilité à communiquer sur ce dossier est le service central des recherches judiciaires et seul le colonel Bialo Dieudonné est compétent. Ce dernier n'a jamais daigné donner une seule information. La plateforme craint que Steve Akam ait subi le sort du journaliste Ouazizi. Elle urge les autorités camerounaises à communiquer sur la détention de Steve Akam, alias Ramon Kota, dans les délais, faute de quoi elle répondra devant les Nations Unies et l'Union africaine via la Commission africaine sur la disparition forcée, conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 23 décembre 2010. La plateforme est également inquiète face au cas de violation de liberté de la presse, rappelle l'article 4 du Code pénal camerounais qui prévoit la peine de nullité. Vous ne devez pas vous présenter comme des moutons lorsque vous êtes convoqués. Il y a une plateforme ici avec des avocats chapeautés par des éminents avocats. Vous n'êtes pas seuls. Mesdames et messieurs les journalistes, pour terminer, Maître Alice Com, Maître Claude Assira et Maître Akere Mouna, ainsi que tout le collège d'avocats de cette plateforme, seront à vos côtés. Car notre bataille ensemble, c'est le respect scrupuleux de l'état de droit
La plateforme met en garde les autorités camerounaises à propos de l'instrumentalisation du Conseil national de la communication et se réserve le droit de saisir les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains librement signés et ratifiés par l'État du Cameroun. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, a donné un point de presse le 20 août 2024 ici à Douala. Voilà donc ce qui est de cette autre actualité. Vincent, peut-être un mot là-dessus sur les problématiques portées, mises sur la place publique par le REDAC. Ce que je pourrais dire déjà quand je vois une bataille qui est menée par Maître Alice Com, qui est, je dirais, un parent, une belle-mère et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je dirais, elle fait partie des gens qui m'inspirent aujourd'hui d'avoir fait une carrière et à un niveau de sa vie aujourd'hui, elle met son talent, son expérience, ses compétences au service des plus faibles et autres. On peut ne pas être d'accord avec certaines de ces batailles et autres, mais aujourd'hui, voir quelqu'un qui se livre autant pour le développement de l'autre. Et pour nous, en réalité, ça rentre dans ce que nous prônons dans le développementalisme communautaire. Moi, ce que je pourrais dire par rapport, parce que quand on parle de l'affaire Glencore, que je ne maîtrise pas et autres, je vois le développement industriel dans nos pays qui est énormément faussé à cause de ce genre de problèmes qu'on peut retrouver dans des journaux et qui n'incite pas à quelqu'un de l'extérieur à venir dans un pays comme cela en se disant comment je vais être mangé. Moi j'ai vu par exemple ces dernières années, et je vais parler d'un domaine que je maîtrise un tout petit peu qui est l'énergie, beaucoup d'investisseurs qui étaient prêts à investir et qui avaient des moyens à investir dans un certain nombre de pays africains parce qu'ils considéraient que c'est des pays où on gagne le plus d'argent. Les taux de gain en construisant une centrale dans les pays africains est inégalé. Nulle part dans le monde. Et ces personnes ont investi en Côte d'Ivoire, ils ont investi au Sénégal et ils n'investissent pas au Cameroun. Et ma question était de leur demander, mais pourquoi? Pourtant, au Cameroun, il y a la masse monétaire, les gens payent l'électricité et autres, et il y a un besoin qui est là. Absolument. Quand on voit les plans du Cameroun, et de dire, mais attendez, juste la transparence. Parce que là, il y avait une question de transparence par rapport à la recherche d'informations. Certains m'ont dit, partout où vous allez au Sénégal, vous posez une question. Quel est le feed-in tarif? On vous donne un montant. Il est écrit. Au Cameroun, il n'y a pas de feed-in tarif. Donc, le problème de transparence dans tout ce qui peut être, c'est ce que moi j'ai pu piquer de ce qui a été dit dans le domaine que je ne maîtrise pas, je ne connais pas cette affaire et tout, mais j'ai simplement compris qu'il y avait aussi un aspect transparence. Et je vous donne juste un exemple. Et beaucoup d'investisseurs sur la donne énergétique ne sont pas ou ne viennent pas au Cameroun parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de transparence. Et je fais fi du reste. Vous n'êtes pas sans ignorer d'ailleurs que le Cameroun, pour l'instant, est suspendu jusqu'à la prochaine séance de l'initiative de transparence pour les industries extractives, l'IIT. Donc, on attend certainement l'année prochaine pour voir si les mécanismes et les instruments d'analyse pertinentes pourraient permettre au Cameroun de revenir sur cette table-là concernant les minerais et toute autre matière, ressources naturelles. Oui, effectivement, ça je suis un peu plus au courant. Il y a un autre point avec le GAFI, où on est sur la liste grise et autres, et que les investisseurs regardent très attentivement, et où il y a des solutions. Moi, je lisais encore récemment, puisque on essaye de, quand on écrit un ouvrage comme celui-là, on essaye quand même de lire, de rechercher les informations, et j'ai un jeune frère, Alain Koyok, qui écrit énormément. On l'a reçu également sur cette émission Entretien d'ailleurs à l'époque. Et qui écrit énormément dans son site Facebook et autres par rapport à cela, avec des solutions, surtout qu'il y a travaillé. L'avantage que nous avons, c'est que dans la majorité des domaines où nous rencontrons des difficultés, on a des enfants du Cameroun qui souvent, comme par hasard, ont été des éminentes personnes dans ces domaines-là, que ce soit dans le système international ou que ce soit dans d'autres pays et autres.
Et donc, les utiliser tout ce monde-là pourrait nous aider davantage à faire en sorte que beaucoup des problèmes qui sont aujourd'hui des difficultés, des problèmes que nous rencontrons puissent être améliorés. Alain Koyok, d'ailleurs, qui a fait un bel ouvrage qu'on a pu parcourir ici sur la diaspora, l'apport de la diaspora camerounaise sur son impact sur l'économie, sur le plan socio-culturel et même sur le plan politique dans notre pays. Cela dit, revenons... Oui, allez-y. Je voudrais juste préciser que dans cet ouvrage, j'y ai écrit. Ah, ok, sur la diaspora également. Oui, en réalité, dans cet ouvrage, la partie énergie et autres, je la traite et tout, dont on a travaillé. Et je voudrais juste en réalité, si je reprends la parole par rapport à cela, ce n'est pas par rapport à moi qui ai écrit, mais c'est qu'il y a l'éminente personne qui nous a permis vraiment de sortir quelque chose de cela, s'appelait Valentin Baga, qui était notre grand frère et qui est décédé quelque temps après au Canada. Et nous sommes partis de l'AIA le même jour, c'est-à-dire lui est parti au Canada et moi je rentrais en Afrique, exactement le même jour. Mais il a été, et quand je vois le travail de coordination et même de conseil qu'il a pu nous apporter par rapport à la réalisation de ce livre, je voulais quand même que, je suis sûr qu'Alain l'a mentionné, mais je voulais que cela soit aussi mentionné d'une manière. Alors, vous parlez de conséquences de l'instabilité politique. Est-ce que le Cameroun est un pays instable politiquement? Je dirais, vous voulez que je dise que le Cameroun est un pays instable politiquement? Je vous laisse dire ce que vous en tant qu'expert et analyste. Malheureusement pour vous, je ne le dirai pas. Mais le Cameroun n'est pas un pays stable politiquement. D'accord. Maintenant, de là à dire qu'il est instable, ça n'engage que vous. À quelle limite se situe la nuance entre ne pas dire que le Cameroun est instable et dire qu'il n'est pas stable politiquement? Je dirais, quand on analyse à peu près tout ce que nous vivons dans ce pays, surtout ces dernières années et autres, beaucoup de nous disons que le Cameroun est un pays en paix. Non, le Cameroun n'est pas vraiment un pays en paix. Et le dire n'insulte personne. Le Cameroun n'est pas un pays en paix. Le Cameroun n'est pas un pays stable politiquement et il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait énumérer. Mais je crois que notre rôle n'était pas, dans le cadre de cet ouvrage, de commencer à faire des jugements de personnes. C'est de regarder des choses sous forme de système et sous forme d'évolution et autres. Nous rencontrons énormément de difficultés aujourd'hui, que ce soit le NOZO, que ce soit ce qui se passe au niveau du Nord, même au niveau de l'Est, avec nos frontières qui rencontrent énormément de difficultés. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. L'extrême Nord et Boko Haram? Oui, effectivement. Non, je vous laisse poursuivre. Oui, il y a l'extrême nord et Boko Haram. Pour moi, je parle toujours de l'ancien temps parce que quand je dis le nord, c'est l'extrême nord. Vous êtes parti au Cameroun à une certaine époque. Surtout que j'y ai un peu travaillé dans les années 80, quelques mois. J'ai travaillé à l'époque, c'était le nord de Kousséri jusqu'à Damawa. Jusqu'à Bagno. Ah, d'accord. Et tout où j'ai visité la totalité de ces villes, Touboro, Tioliré et autres. Je fais partie de ceux qui ont apporté la haute tension à l'université de Ngaoundéré à l'époque, dans le début des années 80. C'est nous qui avons fait tous les tests diélectriques pour assurer que cela fonctionnait correctement. La Sèmerie, nous avons vu les débuts de la Sèmerie, la route de Ouest-en-Fretta qui permettait d'arriver à l'extrême nord qui aujourd'hui est complètement... Quand je vois, début des années 80, comment on pouvait partir de Maroua, Mora, jusqu'à Kousséri parce qu'il y avait du goudron, aujourd'hui on ne peut plus faire cette route de façon convenable. Et en réalité, tout cela... est lié. D'accord. Cela dit, dans ce que vous qualifié de conséquences de l'instabilité politique, vous y mettez l'impact sur la population civile, l'économie, le développement, les relations internationales, les conséquences sociales et culturelles, les conséquences environnementales. Essayons d'évoquer un peu l'aspect relations internationales. Est-ce que nos partenaires, dans leur coopération au quotidien, dans leur qui c'est peut-être accompagnement des pouvoirs publics, tiennent compte de tous ces éléments-là? Parce qu'on a tout le temps le sentiment, par exemple, on a la Banque mondiale. Chaque année, on crée la corruption.
chaque année, on relève, ou du moins assez souvent, on relève qu'il y a un certain nombre de projets qui sont initiés, mais dont les délais ne sont pas toujours respectés, ou pour certains demeurent inachevés, mais les renouvellements des accords se poursuivent. Est-ce que dans cette diplomatie-là, nos partenaires ont la même appréhension des difficultés? Forcément non. D'accord. Forcément non. Moi, j'ai été dans le système international. En réalité, les gens dans le système international n'ont pas la même visibilité, la même vision des difficultés que peuvent rencontrer les États. Absolument. La plupart du temps. Et beaucoup, et ce n'est pas facile, parce que vous avez des administrateurs qui auront 2, 3, voire 4 pays, et quand bien même, parce que c'est eux qui voient les choses de manière externe, et puis vous avez des metteurs en œuvre, je peux dire ainsi, qui sont à l'intérieur du pays. Donc, et la plupart du temps, les gens ont tendance à mélanger les difficultés. Ça veut dire que si j'administre le Tchad et le Cameroun, et bien les problèmes, comme le Cameroun est plus avancé, la problématique camerounaise, je vais essayer de l'étendre au Tchad en me disant que bon, c'est comme ça la même que problématique. Exactement. Donc malheureusement, on n'a pas la même vision. Mais en plus, le fonctionnaire du système international a son taux de mise en œuvre et il est jugé sur ça. Ça veut dire que pour lui, si son taux de mise en œuvre est de 20%, tout ce qu'il va faire, c'est de tout faire pour que le taux de mise en œuvre monte à 70, 80, voire 90. Et maintenant, que cela soit fait de manière optimale ou pas, je ne dirais pas que ce n'est pas son problème, mais ce n'est pas son intérêt premier, effectivement. Donc, il est important de dire aujourd'hui que nous n'avons pas la même problématique. Et parce que le fonctionnaire du système international ne peut pas plus aimer un pays que ce pays-là ne s'aime lui-même. Le problème actuellement réside au fait que ceux qui doivent aimer leur pays plus que ceux qui doivent venir nous aider n'ont pas souvent un regard très approprié par rapport à comment est-ce que les choses devraient être faites. Soit parce qu'ils sont imposés par d'autres qui leur disent « faites comme ceci », soit eux-mêmes parce qu'ils regardent d'abord l'aspect personnel et autres, soit aussi par beaucoup d'autres considérations. Mais, Monsieur Ntungol, j'aurais souhaité que nous parlions davantage de la construction. On y arrive. On y arrive. Soyez sans rassurer. On y arrive. Pour l'instant, on essaie d'abord de faire l'état des lieux. Et puis après, on va voir les perspectives, l'évolution dans 90 minutes. On en est déjà un peu plus d'une trentaine. Et on reviendra sur la suite. Juste derrière ce reportage, rendons donc finalement hommage à cette icône du journalisme, cette dame de grande plume, Suzanne Kala-Lobé, on l'a dit dès l'entame de l'émission, nous a quittés le 1er août 2024, après une période de maladie. Cette semaine, elle a été mise sous terre. La communauté urbaine de Douala, donc la ville, à travers la mairie de la ville, lui a rendu un hommage à travers un ensemble d'activités que je vous prie de regarder derrière son bord. Ma ville, mon combat. C'est en ces termes que l'on peut résumer l'engagement de Suzanne Kala-Lobé envers la ville de Douala. Organiser une telle activité, prendre une initiative pareille, je pense que c'est la première fois dans la ville de Douala. Celle-ci qui, pour son engagement citoyen, a tenu à lui rendre hommage ce jeudi 22 août 2024. Dès les premières heures de la journée, a eu lieu un investissement humain dans les 5 arrondissements. De là où elle est fière de nous, nous toutes. Mais je regarde qu'il n'y a que des femmes, aucun homme ne ramasse. Les hommes sont là à attendre. Elle n'aurait pas aimé non. Il y a Suzanne Kala-Lobé parce qu'elle a été l'initiatrice, sinon l'une des initiatrices de la journée de Clean City. Douala Clean, comme on dit. Oui. Une journée de propreté qui était notamment le jeudi. Seulement les jeudis. Et ensuite, elle s'est étendue à d'autres journées. Donc, elle est l'une des têtes de proue de cette initiative de rendre la ville. C'est une décision formidable qui reconnaît que Suzanne a été une citoyenne engagée au développement de notre ville. Et normalement, ce n'est pas notre journée de travail aujourd'hui. Nous travaillons les lundis, mercredis et vendredis. Mais c'était important que nous manifestions notre solidarité à une action aussi belle. L'après-midi, à la salle Tokoto de la communauté urbaine de Douala, s'est tenue une table ronde sous le thème « Suzanne Kala-Lobé, une ville, un engagement ». Elle aimait sa ville, mais alors passionnément.
parce qu'elle y avait aussi des racines très anciennes. Elle était d'une grande famille et ses racines étaient très profondes. Son aïeul était le premier millionnaire camerounais, Mandessi, qui a le palais là, qui a été conçu en 1910, du temps des Allemands. C'est vous dire que ses racines sont très anciennes dans la cité. Voilà. Une cité qu'elle voulait belle, propre et comme elle, intelligente. Elle avait des convictions, mais elle interrogeait ses convictions. Et c'est la force des intellectuels. Rien n'est acquis. Il faut toujours avoir le doute pour mieux lutter, pour mieux combattre. Et ça, en cela, c'était une parfaite intellectuelle. Elle a montré à tous les niveaux, quand elle était militante et quand elle était journaliste. Je peux dire que c'est elle qui a introduit le débat intellectuel dans la presse privée qui venait de naître en 1990-91 et sa plume a été très respectée. Ensuite, les émissions radio, Polémos, la télé et tout ça. Elle a tout donné. Elle pouvait parler des ordures, elle pouvait parler de la culture. Elle a été ingénieure culturelle et à un moment donné, l'UNESCO a pensé à confier à Kalalobé la rénovation du centre de la salle des fêtes d'Aqua pour que ça devienne un lieu de rayonnement culturel et social. La féministe engagée a su faire bouger les lignes au sein de l'entreprise en charge de la collecte des ordures ménagères. Je suis féministe, une militante féministe, une marxiste, léniniste. C'est dans ce sens-là que j'ai connu Suzanne quand nous étions étudiantes dans le cadre du Manidem et dans le cadre de l'UPC, dans le cadre de l'UNEC. Il faut dire que j'ai aussi connu Suzanne quand elle travaillait chez Zacam. Elle est passée à Marois où nous avons passé toute une journée ensemble. C'est après son départ que Isacam avait recruté des femmes. Imaginez, des femmes travaillant chez Isacam dans l'extrême nord. Décédée le 1er août 2024 des suites de maladies, Suzanne Kalalobé sera conduite à sa dernière demeure ce samedi 24 août 2024, ici à Douala. C'était donc hier. Nous en profitons de nouveau pour écraser une larme et rendre un hommage mérité à cette chère aînée qui, sur le plan personnel, nous a accompagnés, nous a critiqués positivement et nous a permis évidemment de corriger certains manquements. De repos, très chère aînée. Peut-être un mot, Vincent. Oui, j'aimerais dire que Madame Kalalobé, je ne l'ai pas connue personnellement, mais je l'ai connue à travers les médias. C'était une citoyenne engagée. Et nous considérons aujourd'hui, et si je reviens toujours à ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, tout Camerounais, tout Africain devrait être un citoyen engagé. Parce que c'est quand même une dame qui a énormément œuvré pour changer beaucoup de choses, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la perception même de la femme africaine forte et capable de faire bouger les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on sait que nous avons 51, voire un peu plus de femmes sur les 100% de la population de la majorité de nos pays, on considère qu'avoir beaucoup de Suzanne Kalalobé, ce serait quelque chose de très positif pour nos pays. Paix à son âme et que nos ancêtres, évidemment, lui réservent une place importante, tout au moins au niveau de ce qu'elle a occupé sur cette terre. Poursuivons notre analyse et une forme de cet état des lieux de notre pays à travers cet ouvrage que vous présentez, Construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun. Et justement, dans cette deuxième partie, vous abordez effectivement des questions de perspective, des questions de développement après l'état des lieux. Mais vous vous inspirez d'un certain nombre d'autres pays subsahariens, Malaisie, des pays de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi ce trait ? Mais parce que pour nous, aujourd'hui, parler du développementalisme, c'est de parler là où il est né. Ou du moins là où on l'a conceptualisé. Même si ces pays l'ont conceptualisé a posteriori, ou bien ce n'est même pas ces pays qui l'ont conceptualisé, c'est les Occidentaux. J'ai même oublié, c'est mon jeune frère Jimmy qui maîtrise bien cet aspect-là. Et autre de la personne qui l'a conceptualisé.
ce concept est né, ou du moins a été mis en pratique dans ces pays-là. Ça veut dire aujourd'hui que ce soit les pays de la première vague avec la Corée, Taïwan et Singapour et autres, que ce soit la deuxième avec dont la Malaisie, l'Indonésie et tous ces pays-là aujourd'hui qui sont dans une phase de développement. Donc pour nous, il était important de s'inspirer de ce qu'ils ont pu faire. Mais quand on revient maintenant sur l'aspect communautaire de l'Africain et autres, et je tiens à préciser que quand on parle de l'aspect communautaire africain, ce n'est pas forcément de parler de l'ethnicité, de parler de la culture, mais c'est surtout de parler du moi. Nous considérons que ces pays qui ont des civilisations millénaires, autant que l'Afrique, qui a une civilisation quasi millénaire, n'ont pas perdu grand-chose à cause de la période de la colonisation. Parce qu'il faut noter que ces pays ont eux aussi été colonisés. Mais ils ont tout fait pour conserver une grande partie de leur âme pendant toute la période de la colonisation. Ça fait que même quand ils en sont sortis, ils avaient gardé une grande partie de leur culture. Nous, malheureusement, que ce soit de notre faute ou de la faute de ceux qui nous ont colonisés, là n'est pas le problème, mais on sait que ceux qui nous ont colonisés voulaient impérativement faire de nous, entre guillemets, des gens qui ne s'aiment plus d'une certaine manière. Et ils y ont réussi, contrairement, parce que je suis sûr qu'ils ont essayé de faire exactement la même chose ailleurs. Donc pour nous, aujourd'hui, avant de parler de la même manière que les pays asiatiques, il est important de nous reconstruire. C'est cette reconstruction du moi qui impose toujours cet aspect communautaire. Et c'est pour cela que nous tenons à louer ceux qui, dans les années 80, ont commencé à parler des systèmes politiques, quels qu'ils soient. Que nous en soyons pour ou contre n'est pas le problème, mais ils y ont rajouté toujours le communautaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà compris, même à cette époque, que la construction du moi de l'Africain était extrêmement importante dans le domaine du développement. Vous savez que politique. dans notre environnement marqué par l'ethnicité, par le repli identitaire, par un certain nombre d'actes, d'arguments et de débats autour de la tribu, parler du communautarisme et même de la communautarisation pourrait avoir une résonance, j'ai failli dire, sensible pour ceux qui vous écoutent. Quelle est la nuance que vous en faites? Quelle est la distance que vous prenez par rapport à cette problématique? Moi, j'aimerais surtout que les gens lisent exactement ce que nous avons écrit et que les gens reviennent maintenant avec leur approche et d'une certaine manière que ce soit un sujet à débat. Parce qu'aujourd'hui, le débat communautaire est fondamentalement biaisé et on a l'impression que ce n'est que ça n'apporte que du négatif. Aujourd'hui, nous sommes dans la vision de comment transformer l'aspect communautaire qui est un défi en opportunité. Et c'est ça que nous essayons de construire et nous essayons d'expliquer de façon très claire en nous inspirant de ce qui a été fait ailleurs. Aujourd'hui, quand on voit là où peut arriver le problème communautarisme, on a vu dans les pays africains même ce qui est arrivé au Rwanda. Et comment est-ce que nous aujourd'hui, en étant peut-être pas aussi divisés, mais pas très loin, comment est-ce qu'on peut transformer cela pour que cela soit une opportunité de construction? Quelles sont les pistes? Mais les pistes aujourd'hui, c'est déjà au niveau de l'aspect décentralisation. Il est important que nous préférons dire la décentralisation accentuée. Il y a des mots qui habituellement ne passent pas ou ne sont pas acceptés. C'est une décentralisation accentuée qui fait en sorte que, en réalité, même les divisions entre guillemets ethniques ne deviennent pas un sujet de conflit, mais deviennent un sujet de compétence, complémentaire. De compétition. D'accord. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, nos divisions ethniques, c'est devenu des problèmes de conflit. Exact. Pourtant, si vous les mettez dans le développement, ça veut dire qu'ils se comparent aux autres. Tel a fait, eh bien moi je vais faire. Tel a construit sa maison, ben je vais me battre pour construire la mienne. Tel a envoyé son fils faire des bonnes études, ben il faut que je donne la bonne éducation à mon fils pour qu'il... Eh bien quand on se met dans l'approche compétition, et pour cela il faut que chacun ait dans sa maison
qui est capable de construire lui-même. Et quand je parle de maison, je vais un peu plus loin. C'est la localité aussi. Donc, qu'il puisse être capable de construire sa localité et qu'il puisse dire, oh ben voilà, celui-là, il était peut-être devant, moi aussi je suis devant. Et au lieu que nous soyons comme à nous opposer, que nous soyons dans une lutte de développement où chacun essaye de se développer d'une certaine manière. En réalité, c'est ça notre philosophie dans ce bouquin. Maintenant, on a beaucoup de mécanismes, beaucoup d'exemples pour pouvoir, et de considérations pour pouvoir faire en sorte que cela puisse s'appliquer. Et justement, vous mettez en exergue la problématique du fédéralisme, l'organisation du fédéralisme au Cameroun en 4 grandes régions. Je dirais, ça c'est un point pour nous, vous savez, la vision que nous pouvons avoir en tant qu'auteur ne peut pas être une vision forcément au niveau développement politique. Mais aujourd'hui, nous avons 2 types de problèmes communautaires, pas d'approche de problèmes communautaires. On a des problèmes ethniques par rapport à nos origines culturelles. Mais on a aussi des problèmes de division, communautarisme, qui sont liés à au fait que nous avons été d'une certaine manière sous mandat français et britannique. Et qui font en sorte que nous avons aujourd'hui un autre problème communautaire qui est lié au fait que tel est anglophone, tel est francophone. Et peut-être que beaucoup plus tard, on pourra aussi voir tel est musulman, tel est chrétien. Parce que ça aussi, ça pourrait venir, même si jusqu'à présent, on a pu le gérer de manière convenable. Mais pour nous, aujourd'hui, on considère que la répartition des régions au niveau de développement et autres, que ce soit dans un aspect fédéraliste ou alors dans un aspect, je dirais, décentralisation accentuée et appropriée, en 4 régions feront en sorte qu'on va déjà de facto éliminer l'aspect francophone-anglophone. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, celui qui se sent francophone ou celui qui se sent anglophone se sent dans un Cameroun où il est dans sa région décentralisée ou son État fédéral, tout en sachant que ce n'est plus un problème. Je donne un exemple. Sous-entendons que nous ayons un État fédéral ou une région décentralisée sud-ouest littoral. C'est tous des côtiers. Ils ne vont plus regarder le problème sous forme linguistique. Ils vont regarder le problème sous forme, ils sont côtiers. Comment ils vont développer leur côte? Mais ça peut engendrer d'autres problèmes, je veux dire. À condition de donner à chacun. Parce que pourquoi est-ce que, un des points, ce n'est pas le point le principal, les anglophones considèrent que les francophones les ont méprisés. Les francophones veulent diluer leur culture. Anglophones et autres. Vu de c'est aussi un peu facilement dit. Disons que la perception quand même entre les deux, voilà. Il y a une approche qui s'éloigne. Entre la perception et la réalité, c'est 2 choses différentes. Absolument. Et nous ne sommes pas en train de parler de la réalité. Nous sommes en train de parler de la perception. Aujourd'hui, les anglophones, entre autres, ont la perception que dans le système... Oui, condescendant. Un regard léger vis-à-vis de... Oui, il y a une certaine condescendance, premièrement, et ils considèrent qu'on est en train de vouloir diluer leur culture anglophone dans le système francophone. Et ils n'ont pas tort. Moi, je me rappelle, début des années 80, il y avait une seule université, un anglophone qui sortait de Bamenda. S'il ne venait qu'à l'université de Yaoundé, les études étaient fondamentalement en français. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Oui, je veux dire que l'État, les mécanismes permettent de résoudre ce genre de problème désormais. Oui, mais je parle de la perception. Exact. C'est que la majorité des gens aujourd'hui qui sont davantage dans la bataille francophone, anglophone, pour beaucoup, vivent à l'étranger. Pour beaucoup, n'ont pas pu faire l'université de Yaoundé, et j'en connais, qui sont partis au Nigeria. C'est là où ils ont fait leurs universités et qui sont aux États-Unis. Donc cette perception-là, même si aujourd'hui les choses ont d'une certaine manière évolué et nous en sommes conscients, et autres, eux, ils ont eu cette perception. Donc il suffit que quelqu'un ici, à des fins politiques, se plaigne pour que eux, ils disent, ils ont raison, dans la mesure où eux, ils ont vécu cela. Même si c'est loin de la réalité. Effectivement. Donc, et je reviens sur ce que vous disiez, et je prends cet exemple. Sous-entendons par exemple, et c'est un exemple non significatif peut-être, qu'on dit, on crée le Grand Littoral. Et dans le Grand Littoral, on a tout ce qui est côtier.
avec le sud, avec l'océan, le littoral, la Sanaga maritime et le sud-ouest, le sud-ouest, le Mungo. Exactement. Tous ces gens-là, tous ces côtiers-là, on les met dans un État. Et on décide, par exemple, pour que ceux qui sont anglophones ne se considèrent pas, je dirais, marginalisés, que la capitale de cet État est à Buea. Ça change complètement la donne. Est-ce que ces gens-là seraient prêts à entrer dans ce grand littoral quand on sait qu'aux États-Unis, par exemple, la majorité des capitales des États fédérés sont des petites villes. Quand on parle l'Illinois, tout le monde croit que c'est Chicago la capitale. Non, c'est pas Chicago. Vous le dites bien, vous êtes dans un chemin illusionniste, donc il n'est pas forcément la réalité. Je dirais, on est dans une démarche intellectuelle de réflexion. Et ça c'était un exemple simplement. On est dans une démarche intellectuelle de réflexion. Maintenant, cette démarche intellectuelle de réflexion peut encore être menée davantage, beaucoup plus loin, et ramenée au niveau de la pratique. Ça, c'est un exemple des gens qui ne sont pas, je dirais, ceux qui font la gestion du terrain. Mais aujourd'hui, si on ramène ce débat intellectuel qui doit être mis en place sur une certaine application, peut-être que ça pourrait marcher, peut-être que ça ne pourrait pas marcher, mais il est important d'essayer. Et à partir de cet instant, vous voyez comment l'anglophone restera fondamentalement anglophone, il ne se sentira pas marginalisé, il sentira même qu'on lui a donné le pouvoir sur le francophone, ne serait-ce que de cette région, mais en même temps, il aura sa région qu'il pourra diriger, ou bien son État fédéral qu'il pourra diriger, qu'il pourra développer, et qu'il pourra mettre en concurrence avec l'autre État fédéral qui est, mettons, le Sud ou alors le Nord. Comme il faut recadrer, disons que c'est un schéma de réflexion, vous le dites si bien, ce n'est pas forcément la réalité, d'autant plus qu'un certain nombre de mesures, d'actions ont été prises par les pouvoirs publics, effectivement, pour répondre aux problématiques posées dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et visiblement et manifestement, on a le sentiment que les choses évoluent assez positivement. On va retourner à la régie pour prendre cet autre reportage. Je serais peut-être mieux à l'aise aussi avec cette visite du président, de l'administrateur du groupe Banque mondiale pour le groupe Afrique 2, Abdoul Salam Bello, était au Cameroun en visite officielle cette semaine. Il a, entre autres acteurs clés du développement, rencontré les hommes d'affaires du GCAM. Regardons plutôt. Le secteur privé a contribué à hauteur de 0,3 points à la croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre 2023, selon l'Institut national de la statistique. Moteur de croissance économique et créateur d'emplois, le secteur privé était au menu des échanges de ce 22 août 2024 entre l'administrateur pour le Cameroun auprès de la Banque mondiale et le président du groupement des entreprises du Cameroun, GCAM. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour renforcer ce potentiel? Comment est-ce que l'institution, le groupe de la Banque mondiale, en particulier avec le soutien de la Société financière internationale, peut jouer un rôle catalyseur sur cet agenda? Donc, les discussions ont tourné naturellement autour de la contribution dans la création d'emplois, notamment l'investissement vers les petites et moyennes entreprises, d'une part, mais aussi toutes les questions liées à la fiscalité sur les entreprises, la méthodologie, l'impact, la qualité, l'efficacité de ces mesures. Comment est-ce qu'elles devraient plus et mieux contribuer justement à accélérer non seulement la croissance, mais l'efficacité des entreprises ici au Cameroun. Autre point à l'ordre du jour, l'industrialisation. Celle-ci a besoin de l'énergie, des infrastructures. On a pris la route entre Yaoundé et Douala, par exemple. Comment est-ce que cette route est importante non seulement sur l'intégration économique, le rapprochement de Yaoundé et de Douala, mais l'intégration économique de l'ensemble du pays, notamment si on veut amener justement un bon secteur privé, développer de l'exportation et même tout simplement créer de l'intégration entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. Les rapports du secteur privé, loin de décourager l'institution,
vise à approfondir les réflexions pour une amélioration des situations. Nous, dans notre rôle, dans notre mission, que ce soit en tant qu'administrateur ou même en tant qu'institution du développement, on n'a pas le droit au découragement. Ce qui est important, c'est lorsqu'on identifie les problématiques, les problèmes ou ceux qui ne marchent pas, que l'on puisse s'asseoir, analyser ce problème-là et venir avec des solutions qui permettent justement d'avancer. Ces solutions peuvent être des solutions d'intérim, donc immédiates, ou ce sont des solutions qui amènent aussi un certain nombre de réformes à mener. Donc, c'est ce qu'on disait ce matin aussi avec Monsieur le Président du GECAM. Comment est-ce qu'on adresse ces problématiques sur le plan opérationnel, mais aussi sur un plan plus largement structurel. Abdul Salam Bello, administrateur pour le Cameroun auprès du groupe de la Banque mondiale, est en visite de travail au Cameroun du 19 au 23 août 2024. Un commentaire, peut-être? Oui, je pourrais dire que, effectivement, des groupes comme la Banque mondiale sont un plus pour nos États. Mais ce qu'il y a, c'est que au niveau des actionnaires, puisque c'est des entités quasi privées d'une certaine manière et autres, au niveau des actionnaires majoritaires de ces États, c'est aussi ces États qui aimeraient bien, je ne dirais pas s'accaparer, parce que pour eux, c'est une façon aussi de nous protéger, en protégeant aussi leurs investissements, nos États. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas toujours exactement les mêmes visions de développement. Et quand on voit à peu près les idées prônées par... et quand je parle de cela, je fais partie je dirais, j'ai fait partie du système international et j'ai vu à peu près comment il fonctionnait et autres. On a réussi, ou le système a réussi à faire des États africains des États à projet. Ça veut dire que nous gérons nos États avec des projets. Et la plupart du temps, c'est qu'on vient, c'est le projet, oh oui, c'est 50 milliards, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, on ne voit pas déjà le programme et il n'y a pas un fil conducteur et une stratégie à long terme, pas seulement pour la mise en œuvre, mais pour le développement, pas seulement d'un projet, mais les dizaines ou la vingtaine de projets qui suivront dans la suite. Aujourd'hui, par exemple, on va dire que la route Douala-Yaoundé, c'est une évidence, par exemple, il nous la faut en autoroute. Mais en même temps, une réflexion différente pourrait dire, même si on ne l'a pas en autoroute, est-ce que si on a un bon mécanisme ferroviaire, ça ne peut pas compenser tout le transport de la marchandise et autres, qui va même jusqu'au Tchad, et tout le transport, je dirais, des individus. Et pendant ce temps, ceux qui veulent rouler avec leur rutilante V6 Prado, eh ben, ils se débrouilleront avec une route. Donc aujourd'hui, les analyses peuvent être très très simplistes, là où les choses peuvent être, disons, je ne dirais pas plus compliquées, mais où l'analyse peut être beaucoup plus importante et intéressante. Nous avons par exemple le fer de Mbalam. Quand on parle de la construction, par exemple, des sites énergétiques aujourd'hui, on voit des sites énergétiques qui sont construits de part et d'autre. Est-ce qu'il y a un niveau industriel ou un développement industriel derrière et autres? Souvent, dans nos États, ce n'est pas le cas. Souvent, on veut un site industriel de production, et on va voir celui qui est le plus proche de la maison du président ou du premier ministre ou de tel ministre ou de l'énergie et autres. Je ne parle pas du Cameroun, je parle vraiment de l'Afrique. Et on va construire une installation parce qu'on considère que ça va faire plaisir aux décideurs. Et pourtant, aujourd'hui, faire une planification énergétique prend en considération le développement industriel. On a par exemple, et je reviens encore au fer de Mbalam, qu'est-ce qui est fait de manière à ce que ce fer-là puisse être exploité, mais en même temps qu'on puisse même penser à le transformer. Et on a besoin de beaucoup d'énergie pour cela parce que la métallurgie en a énormément besoin. Maintenant, le transport, il va falloir mettre le train. Mais comment on peut optimiser pour que le train qui va aller là, cet investissement puisse permettre de faire encore peut-être une cinquantaine de kilomètres pour transporter une partie des Camerounais qui veulent se rendre dans une ville qui est peut-être à 50 km au nord. Je dirais, c'est l'imbrication de toutes ces analyses-là qui souvent fait défaut aux institutions internationales. Parce que pour eux, la plupart du temps, on vient leur proposer un projet, mais c'est à nous de savoir que ce projet doit rentrer dans un tout, que de rester comme un acte individuel. Cela dit, nous sommes pratiquement sortis.
Vous abordez la problématique du maillage des 360 communes comme un levier de développement, parlant de la forme sociale de l'État communautariste, de l'État développementaliste communautaire du Cameroun. Oui. Nous parlons pourquoi des 360 communes, le maillage politique. Pour nous, c'est un nouveau concept que nous sommes en train de développer. On a même parlé aussi de la franchise politique. Pour nous, c'est des nouveaux concepts qui n'existent pas. Qu'est-ce que vous y mettez? Oui, mais c'est ce que je vais essayer d'expliquer. En réalité, moi aujourd'hui, par mon développement et autres, je considère que nous pouvons prendre tout ce qui est développement privé et industriel et le ramener au niveau politique. Quand on parle, par exemple, de franchise politique, avant que je ne revienne sur le maillage politique, c'est qu'aujourd'hui, les politiques actuelles dans la majorité de nos pays sont des créatures. Et ils ont un créateur. Pourtant, un franchisé, et là je reviens maintenant sur le domaine industriel ou sur le domaine commercial, c'est quelqu'un qui considère que une entité ou quelqu'un a créé son entité et qui considère que c'est une bonne chose de pouvoir s'en accaparer pour le développer. Et je donne un exemple. Vous voyez, McDonald's a été créé aux États-Unis. Et vous allez trouver un McDonald's au Canada, un McDonald's au Cameroun, et vous allez trouver un qui reçoit 10 clients, un qui reçoit 50, un qui reçoit 100 clients. C'est quoi? C'est que c'est quelqu'un, un franchisé qui se dit, ben voilà quelque chose que je voudrais commercialiser. Donc il investit, premièrement. Il y met ses idées. Il fait son analyse de la situation et il développe quelque chose là où il veut la développer. Aujourd'hui, un homme politique, ça devrait être ça. Un homme politique, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a un parti politique. Et lui, il est un franchisé. Ça veut dire qu'il va investir. Il ne va pas attendre d'utiliser les ressources de l'État ou les ressources de qui que ce soit. Il va investir pour pouvoir implanter entre guillemets sa franchise politique par rapport à une appartenance politique. Et aujourd'hui, nous avons 360 communes. Donc, ce n'est pas une si grande bataille que ça. Que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, les partis au pouvoir ont eu, par exemple, dans la majorité de nos États, ils ont eu le temps, depuis les indépendances, à asseoir leur franchise, entre guillemets, qui pour nous était davantage, même pas des franchises en tant que telles, parce que ce n'était pas des investissements des individus qui y étaient, c'était la plupart du temps des nominations et autres, ou alors des services, je dirais, des récompenses aux services rendus, quelqu'un qui a eu les hautes responsabilités au niveau étatique, du jour au lendemain, eh bien, on considère que, voilà, un acteur politique d'importance. Allez vous présenter comme maire de l'autre côté et vous êtes élu parce qu'on vous donne tous les moyens. Aujourd'hui, par exemple, si les partis politiques de l'opposition veulent se battre, pourquoi commencer à se battre par le haut que de se battre par le bas? Il est beaucoup plus important pour eux. Et on sait aujourd'hui, quand on voit dans le NUN, dans l'Union Ekele et autres, on sait aujourd'hui qu'il est plus aisé de gagner une bataille locale que de gagner une bataille nationale. Et pourquoi ne pas prendre les 360 communes, par exemple? Et s'ils ont les 360 communes en majorité, ça veut dire qu'ils ont une implantation. Ça veut dire qu'ils peuvent maintenant commencer à se battre d'égal à égal avec les autres. Et là, on aura une confrontation d'idées sur la localité qui est importante pour nous, parce que là, on va essayer chacun de développer chez lui. D'accord. Parce qu'il y a une pluralité. Pour finir, vous évoquez aussi, et c'est peut-être l'une des curiosités fortes de cet ouvrage, la forme laïque de l'État développementaliste du Cameroun, en y revenant sur le contexte historique de la laïcité. Vous abordez la diversité religieuse, la laïcité dans la pratique, les défis controverses. Quel est l'impact, la place de la religion, de la laïcité dans notre environnement socio-politique, économique et même par rapport au développement? Je dirais, je ne suis pas simplement un adepte, mais en même temps un chantre de la laïcité, philosophiquement parlant. Okay. Et donc pour moi aujourd'hui, c'est un des rares concepts, déjà, qui va faire en sorte que même par rapport à notre communautarisme, parce que n'oublions pas qu'il y a un communautarisme religieux qui lui souvent est beaucoup plus violent. Exact. Il est souvent beaucoup plus violent même que le communautarisme ethnique et autres. Donc pour nous aujourd'hui, si on parle de laïcité, et sur ce point, je dirais, nous n'avons pas beaucoup à apprendre
aux Camerounais. Les Camerounais sont fondamentalement laïcs. Quand on voit la façon dont les religions sont respectées ici, la pratique religieuse est respectée et autres, nous considérons que ce n'est pas le domaine où il y a le plus à travailler. Absolument. Mais c'est néanmoins un domaine qui est à continuer à être vigilant. Parce que vous savez, la plupart du temps, c'est là, quand on voit le phénomène Boko Haram et autres, un phénomène que ceux qui maîtrisent ces aspects-là ne considèrent pas du tout religieux, a été utilisé à des fins religieuses pour permettre à ce qu'un certain nombre d'adeptes puissent s'y mettre, croyant que c'est par rapport à la religion qu'ils le faisaient. Donc, nous essayons simplement de sensibiliser sur la vigilance nécessaire qu'il est important d'avoir par rapport à l'aspect de la laïcité d'un État. Dans votre ouvrage, vous abordez un certain nombre d'autres problématiques, comme le renforcement des capacités diplomatiques à travers la formation et la professionnalisation des diplomates, la diplomatie d'entreprise, les accords commerciaux, mais plus bas, la coopération sud-sud à travers un certain nombre de partenariats. Bref, comme on l'a dit dès longtemps, un document extrêmement riche qui vous permet effectivement, avec Jimmy Yam, et ça c'est la question de fin, programme politique, projet politique, Jimmy Yap et Vincent Konjok, qui c'est peut-être 14 mois avant l'élection présidentielle, sont prêts à s'y lancer. Ça, c'est une très très bonne question et autre. Je dirais, l'intention de l'écriture de ce livre n'est pas de venir avec un programme politique parce qu'on a une intention de se lancer en politique ou de se lancer par rapport à 14, quand vous parlez de 14 mois et autres, c'est la présidentielle et autres, je ne crois pas qu'aujourd'hui nous soyons dans la logique. Peut-être 24 mois oui, avec les, mais par contre, élections locales. Par contre, nous avons parlé de l'aspect localité et autres, ça veut dire que ce soit personnel ou pas personnel, ce n'est pas ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais puissent, je dirais, s'inspirer de ce qui est dit dans ce livre et qui puisse se l'approprier pour pouvoir entrer dans la donne politique. Ce que je pourrais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont eu accès à ce livre ou alors qui ont eu accès à des discussions, parce qu'on a organisé quand même quelques petites discussions depuis quelques temps par rapport à cela, qui aujourd'hui ont commencé d'une certaine manière à travailler en se disant, ben voilà, je vais essayer, pour moi aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est ma localité. Et je vais commencer à m'y positionner d'une manière ou d'une autre, soit en tant que candidat, soit en tant que groupe, pour faire obstacle à ceux qui gèrent mal notre localité. Et moi, je crois qu'en réalité, c'est ce que nous essayons de regarder. C'est de faire en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui, qui ont d'une certaine manière le pouvoir dans certaines régions, qui soient surpris, maintenant que ça a été renvoyé en 2016, qu'ils soient surpris... 2026, pardon. Qu'ils soient surpris, le jour des élections, de se retrouver terrassé par quelqu'un qui n'avait pas vu venir. Et ça, ce n'est plus une vision de l'esprit. C'est quelque chose qui va se passer. Une forme de déclaration de candidature sur le plan local. Non, puisque je ne peux ou pas... d'engagement. Je ne peux pas être candidat dans 360 communes. Je ne dirige pas un parti politique. Ou d'engagement problématique local. Je ne dirige pas un parti politique à titre personnel et autres. Donc, non, ce n'est pas par rapport à moi. Ce livre, c'est un livre que nous avons essayé et nous espérons qu'il soit un fruit pour tout Camerounais, pour tout Africain. Et qu'à partir de cela, que cela puisse réveiller en lui soit la discussion, soit la révolte, soit l'action, soit d'une certaine manière... un engagement. Un engagement quelconque. Merci. Mais en tout cas, c'est un livre engageant. Pas pour moi en tant que tel, parce que vu mon âge aujourd'hui, même si dans ce pays on peut aller beaucoup plus loin, je suis déjà à l'âge de la retraite. Et donc pour moi aujourd'hui, je suis davantage sur la construction de la jeunesse et non sur la construction du moi. Construction d'un État développementaliste, communautaire, le Cameroun, projet de politique de développement à partir du maillage des communautés locales. Un ouvrage de Jim Yamba et Vincent Konjok. Merci infiniment d'être venu finalement sous forme
une forme de note de lecture, nous faire partager à nos téléspectateurs ce riche document dont on espère voir qui sait peut-être certains s'investir et les fruits dans un avenir plus ou moins proche. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir. Merci.